peu mettre en cause très fraternellement la question. Parce que si on dit il y a 3 points, après, s'il y a 52 articles, et on va se focaliser sur ces 3 points, je suis de ceux qui pensent que les 52 articles sont scélérats. Et qu'il faut les retirer tous. Et j'ai du mal à départager lequel est pire que les autres. Je les ai décortiqués par écrit, j'ai illustré ce que ça allait traduire dans la vie intime de 18 millions de salariés du privé. Le Code du travail est un texte fait de sueur et de sang, de lutte et de larmes. C'est le texte le plus intime, le plus essentiel, le plus vital. C'est aussi celui qui est le moins enseigné, qui est le plus dénigré, qui est le plus fraudé. Et là, il est en cause dans sa philosophie même, dans son histoire, dans son existence. C'est dans l'article 1 de la loi El Khomri. C'est celui qui dit, en gros, les droits, libertés des travailleurs seront soumis au bon fonctionnement des entreprises. Tout est là. En vérité, à l'origine, le Code du travail, il vient de 1906, la catastrophe de Courrières. 1099 morts au fond de la mine dans le Pas-de-Calais pour un coup de grisou. Et le patron se comporte comme un salopard, évidemment. Il dit il faut arrêter les recherches. Il veut pas qu'on sauve des survivants. Il pousse à la reprise du travail immédiatement. Et il a les arguments qu'on connaît aujourd'hui, c'est ceux d'un Gatta, bien que c'était un siècle. Sinon, le charbon polonais va arriver, et sinon, j'ai plus de sous et je ferme la mine. Et les gens vont reprendre le travail, et c'est 13 jours plus tard, 14 jours en fait, que vont ressurgir 13 plus 1 mineurs qui, par leurs propres moyens, vont réussir à s'évader des galeries où ils étaient enfermés. Il y a un choc dans l'opinion terrible à cette époque-là. Et la décision qui est prise, Valls aurait pu y faire attention parce que elle est prise par Clémenceau, c'est de créer le ministère du Travail pour qu'il résiste au ministère de l'Économie. Le ministère de l'Économie s'appelait Commerce et Industrie, et il y avait une cellule travail. Et on crée un ministère du Travail qui va faire un droit spécifique pour s'opposer aux entreprises, à la rentabilité, à la compétitivité, à la productivité, et défendre les droits de l'homme au travail, de la femme et de l'homme au travail, pour qu'ils ne soient pas soumis à ces exigences économiques. C'est ça la philosophie initiale du Code du travail en France. Et alors ça ne va pas être seulement qu'en France, parce qu'après on va avoir l'Organisation internationale du travail. Vous pouvez prendre la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, vous prendrez aussi la Déclaration de Philadelphie, et vous aurez ça fondamentalement, il faut défendre les droits de l'homme au travail. Il n'est pas question de les adapter aux entreprises. Et c'est pourtant ce que va faire François Hollande dans sa conférence de presse de septembre dernier. En une seule phrase, les journalistes ne font pas attention, beaucoup de gens laissent passer. Mais en une seule phrase, il va dire « Nous allons adapter les besoins, les droits du travail aux besoins des entreprises. » En une seule phrase, tout est cassé. Un siècle d'histoire. C'est ce qu'on dit quand on est fait savant, on dit c'est une coupure épistémologique, on dit c'est une rupture historique, théorique, juridique, pratique, fondamentale. Toute la loi est imprégnée de cette philosophie réactionnaire. Nous ne voulons pas que le droit du travail soit adapté aux entreprises. Nous voulons que les entreprises soient adaptées aux droits du travail et des travailleurs. C'est deux mondes, c'est deux histoires. C'est une rupture avec toute la gauche. C'est une rupture avec tout le syndicalisme. C'est une rupture avec la façon dont le Code du travail a été bâti de 1910, sa première mouture, jusqu'à l'année dernière. C'est l'article 1. Si vous laissez passer l'article 1 dans la loi, et puis que vous enlevez tous les autres, vous n'auriez rien enlevé. Le Code du travail aussi, il faut dire 3 choses sur lui. L'histoire du Code du travail, c'est la réduction du temps de travail. Pendant 170 ans, je remonte avant la catastrophe de Courrières, parce que c'est le docteur Villermé qui, le premier, étudie la situation des ouvriers, des femmes, des enfants qui travaillent dans les fabriques, comme on disait à l'époque. Et il regarde, il voit des gens qui travaillent 15 heures, 16 heures, 17 heures. Et les premières lois, toutes premières lois, 1841 jusqu'à 1919, où il y a la journée de 10 heures, sont uniquement consacrées à la réduction du temps de travail et au contrôle de celle-ci. Le Code, quand il naît en 1910, il a 3 lois fondamentales sur la durée du travail. 3 lois fondamentales. Et on met 80 ans, donc, pour passer de la journée de 17 heures à la journée de 10 heures. Ce qui se produit avec ce nouveau Code, c'est qu'on va à nouveau avoir des journées de 12 heures.
Et comme le repos quotidien va pouvoir être fractionné, on peut imaginer que ce sera plus, puisque la semaine pourra atteindre à nouveau 60 heures. C'est-à-dire, quand on dit c'est retour au 19e siècle, c'est pas pour faire bien dans une propagande. C'est parce que c'est la vérité. Et que quand à la télévision on vous dit c'est un texte équilibré, ou quand d'autres pensent que c'est une réforme de plus. Non, rien de tout ça. D'ailleurs, Valls l'avait dit. Il a dit je ne fais pas une réformette, je fais une révolution. Il l'a dit comme ça. Et c'est une contre-révolution. Alors, à l'article 2, je vais pas les faire tous. Hein. Si, je peux. Je peux, si vous êtes prêts, on dépasse la limite, vous les faites tous. Vous aurez tout. Mais je vais vous faire l'article 2 quand même, parce que c'est le fameux article dont on dit être sur le renversement de la hiérarchie des normes. Alors les gens écoutent ça. Bon, enfin quand même, depuis le 9 mars, on a calculé qu'il y avait au moins 3,5 millions de personnes qui avaient participé une fois au moins à l'une des 10 manifestations. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est en convaincre encore 3,5 millions. Et moi, je suis de ceux qui pensent que le travail d'explication, sur le fond, n'est pas encore fini. Parce que, d'ailleurs, ils ne nous font plus parler que des casseurs, des diversions, etc. Et on ne parle plus du fond de la loi. Et pour convaincre les gens de venir avec nous dans les prochaines manifs, il faut reparler du fond de la loi. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Et c'est un travail d'éducation populaire qui est nécessaire. Vous savez comment Poujadas présente le Code du travail, le journal télévisé, vous avez déjà vu ça? Il le prend, on est au début du journal, il le prend comme ça, il dit 1,4 kg. 1,4 kg. C'est terrible. Parce que vous avez 6 millions de gens qui c'est fait. Vous croyez qu'il vous protège ce code, c'est pas vrai. 1,4 kg. Vous comprenez qu'on a raison de le réduire. 1,4 kg. Ça crée une distance avec les gens terrifiante. C'est pas votre code en fait. Il est trop gros. On a raison de le simplifier. Donc il crée une distance entre les gens et le code qui fait qu'il est très difficile parfois de le défendre et de décortiquer chacun des articles de la loi El Khomri. C'est la réduction du temps de travail sur 170 ans et c'est l'état de droit dans l'entreprise, le code. C'est l'ordre public social. L'ordre public social. On impose au patron la loi de la République. Il est obligé de respecter, sinon il est sanctionné. Et quand un patron fait travailler quelqu'un plus de 10 heures par jour, dans les actes du droit, il devient un délinquant. C'est un délit de dépasser la durée maximale du travail. Si quand un inspecteur rentre dans un chantier, il voit un gars qui n'a pas de chaussures de sécurité, c'était mon cas, je ne disais rien aux salariés. J'allais voir le chef de chantier, je lui disais, monsieur, je vais vous dresser un procès verbal parce que cet homme n'a pas de chaussures de sécurité. Ah, mais je lui ai dit de les mettre. Oui, mais monsieur, il ne les a pas. Oui, mais c'est sa faute. Ben non, monsieur. Parce que vous avez la responsabilité de le faire travailler, vous le faites arriver à l'heure, vous le faites bosser. Vous avez en plus une responsabilité le concernant, c'est d'assurer sa sécurité. Il doit avoir des chaussures de sécurité. Et c'est votre faute s'il n'en porte pas. Vous avez vous faire obéir de lui sur les autres points. Vous devez pouvoir vous faire obéir de lui sur celui-là. Et je vous mets un procès verbal, vous vous envoyez devant le juge, et je vous enverrai en correctionnel pour ça, parce que cet homme n'a pas de chaussures de sécurité. La même chose pour les heures supplémentaires. Il m'arrive de rentrer à 9h du soir dans une banque, c'est pas si facile que ça pour un inspecteur du travail, mais vous montrez votre carte de visite, et puis dessus il y a écrit quiconque fait obstacle à un inspecteur du travail risque de 20 000 à 200 000 euros d'amende et de 2 mois à 2 ans de prison. Passez ça sous la porte de la banque, on vous ouvre. Et quand on rentre, qu'est-ce qu'on trouve? Des cadres qui travaillent pour la 11e heure de la journée. Alors vous avez des cadres qui vous disent mais c'est mon choix, j'aime mon travail. Monsieur, vous n'avez pas le droit. Comment j'ai pas le droit? Mais si je veux. Eh ben non. Parce que la durée maximale du travail, elle est 10 heures. Et la loi vous protège contre vous-même. Elle s'impose à vous-même et à votre employeur. Mais alors vous allez me sanctionner, moi? Ben non, monsieur. Parce que vous êtes salarié. Je vais aller voir votre patron, et c'est ce que je vais faire. Et au patron, dire, monsieur, je viens de trouver des gens qui travaillent pour la 11e heure de la journée. Oh bon, dit le patron, je ne savais pas. Bah si, monsieur, vous devriez savoir. Ah oui, mais c'est eux qui s'organisent mal. Ah bah non, monsieur, parce que c'est vous qui organisez le travail. Ah oui, mais attendez, j'ai un chef de service, c'est lui qui donne les autorisations pour dépasser les 10 heures par jour. Mais monsieur, je n'ai rien à voir de votre chef de service. Moi, j'ai constaté qu'il travaillait pour la 11e heure. Je vais donc vous faire un procès verbal pour vous envoyer en correctionnel, parce que c'est un délit. Et le juge vous mettra autant d'amende qu'il y a de salariés concernés et d'infractions constatées. Et j'espère, j'ajoutais toujours, quand j'étais en service, que vous allez être fermement sanctionné et que plus jamais dans cette entreprise, quelqu'un travaillera plus de 10 heures par jour.
C'est ça l'idée de l'état de droit, de l'ordre public social, de la protection du salarié, pour sa santé comme pour l'emploi, comme pour le partage du travail et pour la réduction du temps de travail. Et si on veut passer de 35 heures à 32 heures, ça ne peut être que par la loi. Imaginez qu'en 1936, il y a 80 ans, quand les 40 heures ont été gagnées dans la négociation, c'est l'ANI, l'accord Matignon, ce n'était qu'un ANI, un accord national interprofessionnel. Imaginez que ça ne soit pas passé dans la loi dans les 8 jours qui suivaient, les 40 heures n'auraient pas duré 2 mois. C'est la loi qui s'impose à l'entreprise. Et on l'impose comme lié aux salariés, comme droit de la femme et de l'homme au travail. C'est pour ça qu'il y a l'Organisation internationale du travail. L'Organisation internationale du travail, c'est un droit planétaire, universel. On ne veut pas s'aligner sur le Bangladesh. Et on ne veut pas qu'il y ait 5 droits différents dans le monde entier, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait du travail des enfants nulle part. On veut qu'il y ait du syndicalisme partout. On veut qu'il y ait une durée maximale partout. On ne veut pas la négocier boutique par boutique ou entreprise par entreprise, comme la loi El Khomri nous propose dans l'article 2. Et l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est ça. J'ai toujours du mal à le faire dans une télé, vous me faites arrêter avant. L'inversion de la hiérarchie des normes, elle n'est pas si simple que ça comme formule. On la met sur les tracts à toute vitesse sans l'expliquer. Enfin, bon, on peut comprendre. Alors, allons-y, il y a une loi, il y a des accords nationaux interprofessionnels, il y a des accords de branche. Déjà, il faudrait expliquer tout ça si j'avais le temps. Hein? J'ai pas le temps. Mais après, vous avez l'accord d'entreprise. Et normalement, l'ordre public social, il se diffuse de haut en bas. C'est-à-dire qu'il arrive dans 1 million d'entreprises de moins de 10, là où c'est le plus difficile à faire respecter. Et ce qu'ils veulent faire, c'est qu'en fait, l'accord d'entreprise puisse passer contradictoirement à l'accord de branche, qui va pouvoir déroger contradictoirement à l'accord national interprofessionnel, et qui va pouvoir déroger à la loi. C'est comme si vous mettez un sucre dans votre tasse, alors qu'il reste un petit fond de café. Alors, mettez le sucre, vous voyez encore les arêtes blanches du haut du sucre, bien rectangulaire. Mais il est déjà en train de fondre par le bas. Le café monte par capillarité. Et petit à petit, si vous attendez, le sucre va disparaître et il sera dans le fond de votre café. C'est ce qui va arriver à l'ordre public social avec des accords d'entreprise. Et maintenant, je fais ma parabole, puis je vais m'arrêter, j'aurai quelques articles, si tu permets. Alors, la parabole, c'est la chose suivante. Comment ça se passe pour les heures supplémentaires? J'étais 14 ans dans le 3e arrondissement de Paris. Je vois 3 entreprises. Il y en a une rue Saint-Martin, elle a 45 salariés. Il y en a une rue Mellet, pour ceux qui connaissent, elle a 35 salariés. Et il y en a une rue Notre-Dame de Nazareth, elle a 15 salariés, toutes les 3 de l'habillement. Dans la première entreprise, il y a 45 salariés parce que le patron est un patron de combat, il ne veut pas arriver à 50, il ne veut pas de délégués syndicaux, il ne veut pas de comité d'entreprise, il ne veut rien. Et je connais l'entreprise, c'est 4 rangées de 10 femmes qui travaillent sur leur machine, et la contremaîtresse, c'est comme nous, là, sur l'estrade, et elle les surveille toute la journée, ils n'ont pas le droit de parler, il faut lever le doigt pour aller faire pipi, et c'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de syndiqué, et il n'y a pas de délégué du personnel. Le patron va monter sur l'estrade. Parce qu'il est soucieux maintenant, Madame El Khomri lui permet de négocier. Il monte sur l'estrade. Et il dit, maintenant, ici, dans cette entreprise, on va passer le taux des heures supplémentaires de 25% à 10%. Il y a quelqu'un qui est contre? Personne ne va être contre. Chacune des filles va mettre le nez sur sa machine et va calculer ce que ça va lui faire en moins. Parce que les heures supplémentaires, quand elles peuvent en avoir, elles y tiennent, leur salaire est très bas. Et là, elles vont comprendre qu'au lieu d'avoir 25% pour chaque heure, elles ne vont plus avoir que 10%. Mais elles ne vont rien dire. Et ça entrera dans le cadre des célèbres négociations d'El Khomri. La négociation sera terminée. Elles sont passées de 25 à 10. Dans la deuxième entreprise de 35 salariés, le patron est plus sympathique. Il est même plein d'empathie pour ses salariés. Bon, il n'a pas de délégué non plus, il ne faut pas exagérer, sa porte est ouverte. Mais il ne veut pas vouloir passer de 25 à 10. Oh non, je les laisse à 25. Oh, j'ai assez de marge. Et puis bon, elles ne gagnent pas beaucoup de sous, je le sais. Puis j'aime mieux un peu être tranquille avec elles ou avec eux. Donc il les laisse à 25%. Mais c'est le banquier qui va arriver. Et le banquier va dire, bonjour monsieur l'employeur, je vois que votre marge, le ratio entre le nombre de salariés et la marge que vous dégagez n'est pas très important. Et moi, banquier, j'aime bien les entreprises qui dégagent des marges importantes. Alors, je ne peux pas vous citer d'exemple, mais vous avez un confrère à côté, rue Saint-Martin, il fait beaucoup mieux que vous, avec à peine 10 salariés de plus. Vous pourriez peut-être faire un effort, monsieur l'employeur. D'autant qu'à la fin du trimestre, vous avez un problème de trésorerie. Et moi, banquier, vous allez me demander de vous aider. Mais si vous voulez que je vous aide, il faut vous aider vous-même. Alors, qu'est-ce qu'il va dire l'employeur? Qu'est-ce que je dois faire?
le banquier va dire, si vous passiez comme l'autre à côté de 25% à 10%, ça vous arrangerait. Alors avant la loi El Khomri, le patron pouvait dire non, je ne peux pas, c'est la loi. Mais après la loi El Khomri, le banquier lui dira, mais ce n'est plus la loi, vous pouvez négocier. Donc le patron va aller voir sympathiquement chacune et chacun des salariés, il va dire, moi je voulais vous maintenir à 25, je peux pas. Je peux pas, parce que sinon on met la clé sous la porte, ils ne me donnent pas l'argent pour passer le trimestre, et on n'aura pas la trésorerie nécessaire pour faire vivre l'entreprise. Si on ne passe pas à 10%, on est tous foutus. Et ils vont tous passer à 10%. Dans la troisième entreprise, c'est rue Notre-Dame de Nazareth. Ils sont 15. Je le connais, c'est un voyou. Il triche déjà, il a 2 clandestins, je lui évite de procès-verbaux. Et il ne paye déjà pas les heures supplémentaires. Comment ils vont faire quand ils vont apprendre ça? Le gars, il va consulter son comptable, qui est un voyou aussi. Et ils vont regarder, puis le comptable va dire, regarde, j'ai une idée. Il y a marqué que si on ne majore pas les heures supplémentaires, on peut les compenser. C'est-à-dire que le mot majoration, c'est pas la même chose que le mot compensation. Alors ils vont se taper sur le front tous les deux. Et on va dire, on arrête de les majorer. On va les compenser comment? C'est le comptable qui va avoir idée. On leur donne un blouson à la fin du mois. Ils vont chacun avoir un blouson à la fin du mois. Et l'inspecteur du travail ne pourra rien dire parce que l'inspecteur du travail, il est là pour faire respecter la loi. Mais pas les contrats, pas les négociations, que la loi. Ça ne tombe plus sous le coup de la loi, les heures sup. Il ne pourra rien dire. Au lieu d'être majoré, leur sup sera compensé. Ils auront un blouson, si rouspète, on en donnera un blouson aussi pour le petit. Je viens de vous expliquer comment, dans 3 entreprises de la même branche, à 3 rues d'intervalle, dans le même arrondissement, le dumping social va jouer dès que la loi El Khomri sera en place. Et vous aurez ça pour tout. Les jours fériés, les pauses pipi, les jours de congé qui sont attribués, la façon dont ils sont répartis, l'affichage, tout passera à la négociation, puisque c'est le champ de la négociation qui va prendre le pas sur l'ordre public social et qui va devenir le cœur de l'architecture du nouveau Code du travail, qui sera préfacé seulement par des considérants généraux écrits par Badinter et Duncan, qui ont d'ailleurs même été enlevés, et puis qui sera ensuite suivi par des lois supplétives, écoutez-moi bien, qui vont être écrites entre 2017, 2018 et 2019, on ne sait pas qui tiendra la plume, pour compenser les éventuelles carences ou les blancs qui seront restés dans le champ immense de la négociation. Un siècle d'histoire est détruit dans l'article 1 et l'article 2. Si vous me donnez du temps, je vous fais les deux. Merci beaucoup, Gérard, pour cette démonstration. Le contrat remplace la loi, en quelque sorte. Tu disais, Gérard, que ce Code du travail était fait pour justement que le ministère du travail contre le ministère de l'économie, en quelque sorte. C'était pour protéger, c'est ça que tu nous disais. Non, c'est le patronat, c'est Madame Parizeau, c'est ma préférée, qui disait la liberté de penser s'arrête là où commence le Code du travail. Elle disait aussi la vie, la santé, l'amour sont précaires, pourquoi le travail ne le serait-il pas? Gérard Larcher lui disait il y en a assez que ces ayatollahs de la Cour de cassation donnent des interprétations salafistes des temps forts du Code du travail. Et finalement, Gattaz a dit, en août dernier, le Code du travail est l'ennemi numéro 1 des patrons. Au moins ça, c'était clair, c'était pas le chômage, c'était le Code du travail. Et Badinter et Lyon-Camp sont des épiphénomènes, en fait. C'est pas eux les responsables, ils ont été instrumentalisés. Moi, j'ai beaucoup de respect pour Badinter comme combattant contre la peine de mort. Il a honoré l'humanité. Mais là, en écrivant sur le Code du travail, il s'est déshonoré. Et ceux qui ont utilisé son nom aussi. En gros, ça a été mis en scène avec un journaliste du Monde, genre repas mondain, on se frappe le front, et si on écrivait le Code du travail, et ça, dans le Monde, ça fait une. La nouvelle bataille du Code du travail, Wargame. Et puis après, ils se mettent à écrire, et ils choisissent 50 articles. Bouf, on en a 50, pas 40, ni 60, 50. On ne peut pas réécrire le Code du travail. C'est un texte vivant. Il est fait de rapports de forces sociaux. Il a évolué sur un siècle. Vous mettez 10 personnes pour le réécrire. Il y en a qui essayent dans un château à côté de Paris, des universitaires, et ils s'interrogent entre 2 tasses de thé sur la façon dont on doit protéger le droit du licenciement. C'est pas comme ça qu'il faut faire. La façon dont il faut faire, c'est partir des questions concrètes qui se posent dans les luttes de classe et voir comment on peut faire progresser contre la précarité, comment on peut faire progresser pour la réduction du temps de travail, comment on peut faire progresser pour la lutte contre les discriminations syndicales, comment on peut faire progresser l'hygiène, la santé, la sécurité, une question dont on ne parle jamais. Badinter, ce qu'il a fait avec Lyon-Camp,
Ils ont fait comme un préambule de constitution, et ils ont pris que des principes, et ils ont enlevé tous les chiffres. La durée du travail, par exemple, enjeu de 170 ans de lutte, ils l'ont oublié dans les 50 propositions. Et après, ils en ont fait 61 propositions, et là, ils ont mis, ça sera la durée normale du travail. Il n'y a plus les 35 heures, il n'y a plus les 48 heures, il n'y a plus la repos quotidien de 11 heures, c'est la durée normale du travail. Ils ont interrogé le Conseil d'État, et le Conseil d'État a dit c'est une formule inhabituelle, mais on peut faire avec. Et c'est comme ça que 170 ans de bataille pour la durée du travail ont été enlevés du préambule de la loi par Badinter et Lyon-Camp. Ils ont, par exemple, pour vous donner un autre exemple, ils ont dit que les rémunérations seraient versées avec régularité et avec régularité. Ils ont oublié le mot mensualisé. On est mensualisé depuis 1971, ça n'est plus dans les préambules, ni dans les principes généraux. Et d'autant plus qu'ils veulent que ça puisse être payé maintenant, non pas à l'heure, mais à la mission, à la tâche ou au chantier. Et qu'on puisse être des loueurs de bras. Et que parfois on puisse être payé tous les 15 jours, tous les mois, ou même tous les 3 ans, puisque la loi El Khomri prévoit qu'on régulisera les heures supplémentaires sur une période de 3 ans. Vous avez dans le texte de la loi, vous avez écrit que c'est une loi pour les entreprises et les actifs. J'ai vu des gens qui ne s'interrogeaient pas sur le titre. Enfin, les entreprises viennent d'abord, puis après c'est les actifs. Mais les actifs, c'est pas les salariés. Ça peut être le voiturier tourisme avec chauffeur, ça peut être l'indépendant. Vous pouvez mélanger ainsi le code du travail avec du droit commercial ou du droit civil. La loi le permet, et c'est l'article 27, on en parlerai tout à l'heure. Vous avez, il y a un chiffre dans le Badinter, il y a écrit, le travail des enfants soit interdit en dessous de 16 ans, point, sauf si la loi en décide autrement. Vous avez écrit, la lutte contre les discriminations, notamment religieuses, virgule, et on continue le texte. Dans le code du travail aujourd'hui, toutes les discriminations sont listées, c'est d'ailleurs, il est correctement fait. On y parle de discrimination par l'âge, par le sexe, par le handicap, par l'origine, ou l'orientation sexuelle, par exemple. Elles sont toutes énumérées. Ben là, non. C'est notamment religieuse. Or, on n'est pas dans un roman, là. C'est du droit. L'avocat, il dira, ah, mais non, monsieur, l'avocat du patron, ah, mais non, monsieur le juge, c'est pas la discrimination syndicale qui est la plus importante, sinon le législateur l'aurait choisi de la mettre dans la phrase à titre d'exemple, avec un notamment. S'il a choisi religieuse, c'est parce que c'est celle-ci qui était la plus importante. Ne me parlez pas sur le même plan des autres discriminations, et vous avez changé totalement d'approche du code du droit du travail. Avec un notamment et un préambule rédigé de cette façon-là. Le point 3 de Badinter, c'est la personne sera protégée dans sa dignité dans les relations de travail. Pourquoi la personne? Là encore, vous ne savez pas si c'est le salarié et la spécificité de son contrat. La spécificité d'un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique permanent. Un lien de subordination juridique permanent. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de liberté dans l'entreprise. Vous êtes subordonné. C'est l'employeur qui décide de la naissance du contrat, de la gestion du contrat et de la rupture du contrat. Et en échange de cette subordination, vous avez un droit, c'est le code du travail. MEDEF a fait un colloque sur la soumission librement consentie. En anglais, il disait « compliance without pressure ». C'est un très mauvais anglais. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'on nie le fait qu'il y ait une subordination, vous êtes à égalité avec votre patron, et vous passez des contrats de gré à gré, et dès lors, vous n'avez plus besoin de code du travail en contrepartie. Ben, ça, c'est dans l'esprit du préambule de Badinter, qui est maintenant d'ailleurs enlevé, mais qui se retrouve dans chacun des articles, à sa façon. Alors ça, c'est pour Badinter. Je vais aller vite, mais on peut décrire chacun des points. Alors ensuite, deuxièmement, l'entreprise, j'en parle comme toi. Moi, l'entreprise, j'ai l'habitude de dire ça n'existe pas. C'est une abstraction. C'est celui qui crie vive l'entreprise, c'est comme si vous criez vive les poissons. Il y a des requins, il y a des sardines. Ils n'ont pas du tout le même rôle, la même place, et vous ne serez pas mangé par les sardines. Mais il y a 1000 entreprises en France qui font 50% du produit intérieur brut. 1000. Il y a 1 200 000 entreprises qui ont au moins un salarié. 1 200 000. Et il y en a 1 million qui ont moins de 10. Du boulanger à l'artisan, machin. 1 million qui ont moins de 10. Il en reste 200 000, donc, qui sont entre 10 et 1000. Elles sont à 80% dépendantes des 1000 au-dessus. Et même 50% d'entre elles n'ont qu'un donneur d'ordre. Quand vous donnez de l'argent à une entreprise au milieu, là, ça remonte. Parce que dans le marché suivant, le donneur d'ordre, il pique. C'est lui qui passe le marché. Et le petit boulanger, quand il est fâché, souvent, il a tort de s'en prendre à son apprenti. Parce que souvent, ce qui coûte plus cher, c'est le prix du pétrin ou le prix de la farine. Et ça va dépendre soit de la métallurgie, soit de l'agroalimentaire.
Et il ne sait pas se retourner contre le gros. Mais c'est le gros qui décide de tout. Quand on comprend la hiérarchie des entreprises, on ne les traite pas de la même façon. Et les premières lois qu'on devrait faire devraient être réglementer la sous-traitance et les passations de marché. Si c'était le donneur d'ordre qui était responsable de tout ce qui se passe sous ses ordres, juridiquement, pénalement, financièrement, économiquement, c'est-à-dire que ça voudrait dire en un mot que c'est Bouygues qui va en prison quand il y a un clandestin sur ses chantiers et qui ne peut pas se décharger sur les sous-traitants de premier rang ou sous les sous-traitants de deuxième rang. Si vous décidez que le donneur d'ordre, eh bien, quand il prend un sous-traitant, la convention collective du sous-traitant doit être alignée sur celle du donneur d'ordre, alors vous arrêtez la sous-traitance de main-d'œuvre pour revenir à ce qui était à l'origine de la sous-traitance, c'est-à-dire technologique. Et si vous décidez ensuite que facilement vous reconnaissez les unités économiques et sociales, eh ben vous aurez un comité central d'entreprise national pour McDo, enfin, ou bien pour Jean-Louis Biguin. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas avoir des franchises, des fausses franchises, étaler et contourner tous les droits en divisant leur propre société en 2 ou 3, parce que ce sera l'inspecteur du travail qui dira au siège, non, toutes ces entreprises-là sont dans un même groupe. Vous pouvez donner le droit au patron d'aller saisir le juge pour contester, mais d'abord, on reconnaît l'unité économique et sociale. D'abord, on dit que l'entreprise sous-traitante est alignée le temps de sa mission sur l'entreprise utilisatrice. Et ensuite, c'est le donneur d'ordre qui est responsable de tout ce qui passe en ses ordres et qui va en prison si on trouve 1000 travailleurs détachés qui trichent. Ah, vous changez toute la chaîne des entreprises de cette façon-là. Et c'est à ça qu'il faut s'attaquer sur l'entreprise. Hein. C'est pas autre chose. Alors après, il faut lutter idéologiquement, je suis d'accord avec toi. Alors, l'autre jour, je dénonçais comme tout le monde là, les patrons, là, les deux Carlos, mes préférés, là, Carlos Tavares et Carlos Ghosn, qui pour Peugeot et Renault se payent 5 millions et 7 millions. Alors il y a quelqu'un qui me dit, oui, mais ils font vivre 50 000 personnes. Non, c'est 50 000 personnes qui les font vivre. C'est dans ce sens-là que ça se passe. C'est-à-dire, il faut quand même casser l'idée qu'un employeur donne quelque chose, un patron donne quelque chose à son salarié. Il ne donne jamais rien. Le salarié vend sa force de travail, l'employeur achète la force de travail, le salarié essaie de la vendre le plus cher possible, l'employeur de l'acheter le moins cher possible. C'est pour ça qu'il faut un code du travail, sinon ça se règle au couteau. Soit ça se fait de façon civilisée, soit ça se fait au couteau. Et c'est important de voir ça, parce que moi je me suis fait attaquer, c'était Stéphane Le Foll, là, et où la gauche, qui dit, oui mais Filoche, il dit que les patrons sont pas des humains. Bah bien sûr que si, les patrons sont des humains. Tous. C'est pour ça qu'on parle d'exploitation de l'homme par l'homme. Et après, il y avait Cazeneuve, il dit, mais il retarde, les entreprises sont plus un lieu d'exploitation. Mais les entreprises, c'est pas un dancing. On n'y va pas pour danser la salsa. Évidemment que c'est un lieu d'exploitation. Et que dans chaque entreprise, il y a des exploiteurs et des exploités. Et c'est même l'enjeu d'avoir un code du travail. C'est pour réguler ça et faire que ça se passe pas, encore une fois, code Mad Max. Et il faut pas, il y a des patrons qui me disent, tu me traites d'exploiteur. Bah oui, si tu n'exploites pas, ton entreprise, elle ferme, mon vieux. Tu es obligé d'exploiter, sinon tu mets la clé sous la porte. Et moi, je suis exploité. Bah oui, mais c'est pas une honte. Tu te bats, t'es syndiqué, et tu essaies de faire valoir tes droits comme exploité. Faut mieux mettre les choses comme ça que de tomber dans le délire, survivre l'entreprise, et nous sommes tous des collaborateurs. Parce que moi, quand j'étais inspecteur, j'avais des DRH qui m'accueillaient, puis ils me disaient, monsieur l'inspecteur, je vous présente mes collaborateurs. Chaque fois, je faisais là, je disais, c'est vos quoi, vous n'avez pas déclaré, ils sont clandestins, ils sont pas sur le registre du personnel. Les DRH me disaient, mais je les appelle comme ça, monsieur l'inspecteur, bien sûr qu'ils sont salariés, je les appelle comme ça, monsieur l'inspecteur, parce que c'est pour les valoriser. Moi, je disais, si vous aviez mis le mot collaborateur en 1945-46 dans le code du travail, je suis pas sûr que ça aurait été valorisant. Ah oui, mais, enfin, vous comprenez l'idée, c'est pour vous faire croire que dans l'entreprise, vous êtes dans le même challenge, vous êtes dans le même défi, vous êtes dans le même bateau, enfin, jusqu'à ce que le patron, il parte avec le bateau, vous restez amarré sur le quai au Pôle emploi, et c'est là que vous vous apercevez que vous n'êtes pas collaborateur du tout. Mais c'est idéologiquement, derrière des blagues, c'est tout l'aspect derrière la loi. Parce que quand moi j'ai eu un débat avec un dirigeant CFDT, c'était à Nanterre, oui, moi je respecte, j'ai pas d'ennemis parmi les syndicats ni les syndiqués, je discute toujours. Mais le gars il me disait, ah ouais mais toi t'es jacobin, moi je suis girondin. J'ai ramené tous mes souvenirs de la Révolution française. Mais je lui ai dit, t'es sûr que c'est ça l'enjeu de la loi El Khomri pour passer de 25% à 10% ou pour négocier le partage des richesses qui sont produites dans l'entreprise entre celui qui exploite et celui qui est exploité. Bah évidemment, il faut un droit du travail. Évidemment, c'est la loi qui doit départager ça. Si vous mettez ça à la négociation, c'est pas seulement la critique du contrat qu'on fait, c'est la critique du rapport de force qui se passe. Le code du travail, c'est un instrument de civilisation.
C'est ce qui décide du niveau d'une civilisation. Si vous avez un bon code, vous aurez un bon emploi. Si vous avez un bon code, vous aurez un bon salaire. Si vous avez un bon code, votre dignité sera protégée, même si vous ne connaissez pas le code et si vous n'avez pas lu les 1,4 kg que présente Pujadas. C'est dans le code que la loi, l'état de droit, l'ordre public social arrive. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là, on a un salaire, on a une durée du travail contrôlable, des heures supplémentaires comptabilisées et majorées, et que ça relève de moyens de contrôle par les institutions représentatives du personnel, par les organisations syndicales et par l'inspection du travail et éventuellement par le juge prud'homal. C'est un ensemble qui est parfaitement cohérent, ce que nous avons en France. Et il s'attaque à chaque pièce. Il s'attaque au juge prud'homal, il s'attaque à l'inspecteur du travail, il s'attaque au principe d'un code du travail, il s'attaque à la durée légale du travail, il s'attaque à la durée maximale du travail, il s'attaque au seuil des heures supplémentaires. Et à partir de ce moment-là, tout se déglingue, et tout ce qui nous permet d'avoir une dignité et de protéger nos intérêts, nos droits dans le processus d'exploitation de toute entreprise, tout ça saute. L'article 27, enfin, quel est le problème? Un VTC, c'est quoi? C'est un rapport commercial avec Uber. On m'a fait monter une fois dans une voiture, le gars avait 25 ans, et il était 23h30, je lui dis combien de temps vous travaillez aujourd'hui? Il me dit 20 heures. Je lui dis combien vous travaillez dans la semaine? Il me dit 110, 120 heures. Il me dit ma mère m'a cousu 2 couvertures pour que je puisse dormir dans la voiture. Je lui dis mais la santé et tout, il me dit ah ça va pas très bien, j'ai un début d'ulcère. Je lui dis votre vie personnelle, il me dit ah ma copine m'a quitté. Je lui dis mais il me dit j'ai besoin de fric, je bosse. Je lui dis mais vous payez des cotisations sociales? Et elle me dit non, parce que j'ai eu un accident de carrosserie il y a 3 semaines, je paye 1 600 € pour réparer, je ne peux pas rouler sans ça. Je dis, vous avez demandé à Uber? Elle me dit, oui, j'ai demandé à Uber, mais si ils m'ont dit qu'ils me donnaient plus de courses si j'insistais. C'était mon problème, la voiture. Et donc, effectivement, le gars, il va gagner à la fin du mois, pour 120 heures par semaine, il va gagner 1 000 € en remboursant. C'est 1 600 € de casse et en ne payant aucune cotisation sociale. Il n'a pas de feuille de paye, il n'a pas d'horaire, il n'a pas de salaire, il n'a pas de médecin du travail, il n'a pas de contrôle, rien, seulement une relation. Uber commande la course, il paye 25% de la course. C'est-à-dire que vous avez l'externalisation du salariat. Alors, allez voir un film qui s'appelle Quemada, un vieux film de Gilles Ponté-Corvo avec Marlon Brando. Les esclaves se soulèvent, c'est à Haïti que ça se passe. Et les propriétaires terriens les flinguent. Et les esclaves se révoltent encore et vont finir par gagner. Et Marlon Brando, il parle aux propriétaires terriens, il leur dit, arrêtez avec l'esclavage. Réfléchissez, ça vous coûte cher. Vous êtes obligé de les nourrir dès qu'ils sont petits, jusqu'à ce qu'ils soient vieux. Les familles, tout ça, vous les logez, tout. Faites vos calculs, c'est cher l'esclavage. Faites-en donc des salariés. Ça vous coûtera moins cher. Vous ne les paierez que quand vous aurez besoin d'eux. Et c'est le début du salariat, c'est ça. C'est les tâcherons, les loueurs de bras, les journaliers. Et c'est ça qu'il renoue avec les VTC. On le fait dans une période pourtant où, écoutez-moi bien, 93% des actifs aujourd'hui en France sont salariés. Alors quand ils attaquent le salariat, ils peuvent nous faire redescendre à 92%, 91%, 90%. Jacques Attali a dit que à l'avenir, seule l'élite serait salariée. Et tous les autres auto-entrepreneurs. Ils ont du travail à faire pour y arriver, mais ils essaient. L'autre jour, dans la chaîne parlementaire, j'avais une journaliste, la Ghislaine Lopénémer de Challenge, elle me dit, mais enfin, monsieur Fulal, vous vous rendez compte, les jardiniers du Sénat sont encore fonctionnaires. Ils voulaient qu'ils soient auto-entrepreneurs, horticulteurs, qu'on l'appelle pour couper les feuilles au printemps et ramasser les feuilles à l'automne. Et entre-temps, comme dit Marlon Brando, ils se démerdent. Et évidemment, pour baisser le coût du travail, vous pouvez précariser le salariat, mais vous faites encore mieux si vous expulsez les gens du salariat et que vous en faites des actifs indépendants. Là, ça coûte beaucoup moins cher. Et alors, il y a un débat depuis 2 ans, 3 ans là-dessus. Il y a d'ailleurs un débat dans le monde entier, y compris en Californie. Et en France, aujourd'hui, enfin, Cazeneuve était pour contrôler les VTC, et puis pour qu'ils payent des cotisations sociales. Et l'URSSAF, depuis plusieurs mois, sous des directives administratives, est en train de taxer tous les chauffeurs VTC pour qu'ils payent leurs cotisations, en fait pour que Uber les paye, bien sûr. Et donc, ils sont en train de le faire pour faire requalifier leur contrat en un contrat de travail, avec un lien de subordination. Et c'est là qu'intervient l'article 27 de la loi El Khomri, parce qu'elle dit que l'article 11 ou 74.11.1 ne s'appliquera pas au VTC. C'est l'article qui dit qu'ils dépendent du Code du travail. Donc il est exclu maintenant, si la loi passe, que les VTC puissent tenter de requalifier leur contrat, et l'URSSAF devra arrêter.
de faire des contrôles, parce qu'ils seront définitivement avec un contrat commercial et sans espoir de devenir un contrat de travail. Et c'est ça l'enjeu de l'article 27. Le paradoxe, c'est que le Sénat, de droite, a pris l'article 27, ils l'ont étudié, ils ont dit « Oh là, c'est encore un peu compliqué, il ne faut peut-être pas aller trop vite ». On propose de réserver l'article 27 et de l'extraire de la loi El Khomri. On laisse ce problème-là de côté. Et le gouvernement a dit non, on remet l'article 27. Et c'est ça, sur cette question des auto-entrepreneurs, une attaque qui n'est pas contre les salariés, mais contre le salariat. C'est une attaque de fond. Alors bon, le Figaro, les Échos, tous les jours, avec l'opinion, disent la fin du salariat, la fin. Ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Mais l'offensive sert à nous mettre sur la défensive et à nous faire reculer et à nous faire penser qu'on pourrait nous virer de toute protection. Et je le dis pour les fonctionnaires à propos du jardinier et du CELA. Et les fonctionnaires qui ne se mobilisent pas aujourd'hui. Ils croient que ça ne les concerne pas. Il faut avoir de la boue dans les yeux pour ne pas comprendre que la fonction publique subira exactement le même sort que les salariés du privé aujourd'hui avec le Code du travail. Macron, il a dit « Je veux une société sans statut ». Sans statut Code du travail, sans statut de la fonction publique. Et évidemment, ils passeront à la moulinette la fonction publique de la même façon. Et vous avez déjà dans les hôpitaux, il y a 271 métiers, et ben on fait venir le jardinier dans l'hôpital, le kinésithérapeute, etc. Et sur 271 métiers, il y en a déjà plusieurs dizaines qui sont d'extérieur de l'hôpital et de niveau auto-entrepreneur, avec un rapport commercial ou une prestation commerciale. Ça, c'est le fond du problème de l'article 27, qui est assez terrifiant et sur lequel il faut parler beaucoup pour expliquer. Parce que si on explique ça, c'est comme ça, à mon avis, qu'on obtient la mobilisation supplémentaire qu'il nous faut pour gagner. Et je réponds sur ce point. Moi, je suis un optimiste né, bien sûr, mais malgré mes 70 verges, mais je pense qu'on n'est pas si loin que ça de la victoire. Ça flanche là-haut. La dispute là qu'il y a eu sur la manifestation, et le test, vous savez, il y a toujours 3-4 bons hommes qui décident là. Et ça se joue entre 3, 4, 5 personnes. Ils se sont engueulés frontalement, cruellement et durablement sur cette histoire de manifestation. Il faut faire le 28 juin. Et il faut continuer. Parce que, évidemment, qu'à un moment donné, il y aura un clash. Et le 49.3, c'est très compliqué pour eux. Ils vont le réutiliser, bien sûr. Parce qu'ils ont, de toute façon, sur 288 députés socialistes, on vous révélez les trucs, il y en a 125 qui s'étaient prêts à voter contre. Il n'y en a que 88 qui se sont exprimés pour, et il y a un marais d'environ 70. Ils ne passent pas, dans aucun cas de figure. Alors après, la question est la question de censure. Et la motion de censure, il manquait 2 signataires. Maintenant, on les a. Ce n'est pas un souci, on les a. Mais ça ne veut pas dire du tout, pour autant, qu'elle va passer. Parce que même avec 58 voix pleines pour déposer la motion, la droite ne votera pas la motion de la gauche. Et moi, je suis pour voter celle de la droite. Parce que je suis pour voter avec le diable contre une loi du diable. Mais il y a une dispute là-dessus. Parce qu'il y a des députés qui disent non, je ne veux pas voter avec la droite. Mon argument, ça consiste à dire qu'il y a un inconvénient à voter avec la droite. Mais que cet inconvénient est moins dangereux que le fait que les salariés soient livrés à la loi El Khomri dès la rentrée prochaine. Et que donc, même, je suis prêt à payer le prix de l'inconvénient pour protéger les salariés. Mais même après avoir dit ça, et même si nous votions la motion de la droite, elle n'est pas sûre de passer. Parce que la droite ne veut pas qu'elle passe. Elle en dépose une pour des considérants politiques du moment. Mais si on annonce qu'on va voter, les voix de l'UDI se retireront au fur et à mesure qu'on rajoutera des voix sur celles de la droite. Je le dis parce que parfois les gens disent « Ah, la motion de censure !» Ce n'est pas le meilleur moyen de gagner. Je préfère plus de monde dans la rue ou 2 manifestations de plus que des illusions sur la motion de censure. Et après, il y aura un 3e 49.3 pour finir. Et comme ils essaient de finir au mois de juillet et tout, s'ils n'ont pas craqué avant. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire craquer avant et qu'il faut mettre le paquet le 28 juin. Et de toute façon, il faut le mettre en permanence. Il y a encore des entreprises occupées parce qu'en France, on a 450 entreprises occupées depuis plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Vous prenez d'Entresange, XPO, les camionneurs. Vous prenez, Amazon. Vous prenez tout ce qu'il y a eu avec les déchetteries, les transports, les ports, les docks, les raffineries, la chimie. Et au Havre, vous avez un mouvement qui est, au Havre, supérieur à ce qu'il y a eu en mai 68. Pratiquement 80% de la ville a été paralysée. Vous avez eu 4 manifestations de 30 000 personnes et une de 35 000. Vous avez vu ce qu'ils ont fait sur les ports et docks, les dockers, avec les grands conteneurs, puis les 17 mètres de haut qu'ils ont monté avec les grues et avec le point levé. Mais c'est aussi pareil à Lorient, c'est aussi pareil à Saint-Nazaire, c'est aussi pareil à Fos. C'est-à-dire qu'en vérité, on a une mobilisation qui nous masque et qui nous cache. D'où l'enjeu sur les chiffres. Parce que le jour où on est à 1,3 million, puis ils disent on est 80 000,
C'est quand même terrifiant comme agression, parce que c'est insulter tous les gens qui ont pris des cars de nuit pour venir, qu'on fait des centaines de kilomètres dans tous les sens et qu'on réussit une très très belle manifestation. Mais s'ils ont besoin de dire qu'on est 80 000, s'ils ont besoin de faire le détournement sur les casseurs, sur l'hôpital Necker, c'était terrible. Il y a 3 abrutis qui vont casser 3 vitres et ils disent que l'hôpital est dévasté et le Premier ministre va se faire porter en photo devant en niant qu'il y a 1 300 000 personnes et en leur répondant pas. Quand c'est comme ça, c'est un pouvoir qui est à bout. Il est à bout de souffle. Il a beau dire je vais jusqu'au bout. Mais Chirac aussi disait je vais jusqu'au bout 2 jours avant de renoncer. Et Balladur aussi allait jusqu'au bout 2 jours avant de renoncer. Et donc là, il y a un effort, un rapport de force qui est construit, une durée du mouvement qui est suffisamment importante pour qu'en fait on puisse faire... Ça, c'est mon optimiste qui vous fait dire ça. Voilà. Gérard, commencez. Alors à toute vitesse, oui, il faut travailler mieux, moins, tous, et gagner plus. Et gagner plus. On peut le faire, on l'a fait pendant 70 ans, entre 1936 et 2002. On ne voit pas pourquoi la roue de l'histoire tournerait à l'envers et qu'on serait obligé de travailler de travailler plus aujourd'hui en gagnant moins. Le slogan que j'aime bien quand on veut résumer et communiquer facilement, c'est ce qu'on dit, la loi TGV. Travailler plus, gagner moins et virer plus facilement. Ça, c'est assez transmissible de cette façon-là. Bon, après, à toute vitesse. Tout à l'heure, j'ai dit à Camille, parce que non, le CDI est toujours la norme. 85% des contrats sont des CDI. Mais je sais bien, parce que dans la jeunesse, à 85% des cas, on est embauché en CDD. Mais c'est en flux, c'est pas en stock. Et en France, entre 29 ans et 54 ans, 97% des contrats sont des CDI. Le CDI est totalement la norme. Et le salariat, je l'ai dit tout à l'heure, c'est 93% des actifs. Et ils n'auront jamais la peau du salariat. Dans les 30 dernières années, l'OIT vous dit que dans le monde, il y a 1 milliard de salariés en plus. Et l'économie informelle recule partout. Et même aux États-Unis, en Californie, Uber a été condamné. Ils ont été condamnés à Rio, ils ont été condamnés à Londres, ils ont été condamnés à Madrid et à Francfort. Et en fait, il y a une bataille de rapport de force pour ceux qui veulent faire reculer les salariats. C'est pas tellement parce qu'ils pensent qu'ils vont y parvenir. C'est parce qu'en tout cas, ils veulent créer des conditions d'une défensive, d'une peur, d'une crainte qui empêche de se mobiliser pour obtenir les salaires. Parce qu'en vérité, pour les capitalistes, même aujourd'hui, ce qui rapporte bien, c'est un salarié bien payé, bien formé et bien traité. C'est pas les flexibles. Les flexibles, ils rapportent beaucoup moins pour les capitalistes que les salariés qui sont qualifiés. Et par contre, on fait peur aux salariés qualifiés avec ceux qui sont flexibles. On les en menace. Et on obtient ainsi qu'ils se syndiquent moins et qu'ils demandent moins de salaire. Et c'est aussi un des principaux buts du jeu, et non pas croire que le salariat va être battu. Nous gagnerons, nous sommes la force absolument dominante dans ce pays, de ce point de vue. Alors sur les luttes là, j'ai dit tout à l'heure, on était au bord. Il y a plusieurs centaines de boîtes qui sont en grève. On a encore le 28 juin. Il y aura d'autres moments, même s'il le fallait en septembre. C'est d'ailleurs ce que les organisations syndicales ont dit, et c'est important qu'elles le disent. Parce que ce mouvement ne s'arrêtera jamais tant qu'il n'y aura pas retrait. Et il est en profondeur, il travaille la société, on fait un coup double. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on se bat contre la loi El Khomri, d'un certain point de vue, la gauche se reconstruit. D'un certain point de vue, on combat tout ce qui est la partie sociale-libérale qui a trahi dans ces dernières années. Et d'un certain point de vue, on accumule des forces pour reconstituer le rapport de force qui permet d'obtenir des droits passés et des droits à venir. Et parfois, il ne faut pas opposer le défensif et l'offensif. Quand on se bat pour défendre nos droits, en même temps, on en gagne d'autres. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, à mon avis. Et après, juste parce que je voulais le dire, la loi s'attaque aussi aux jeunes en formation. Il ne faut pas croire ce que Valls a dit sur la formation 150 heures, 400 heures, c'est du pipeau. Faut pas croire non plus ce qu'il a dit sur la garantie jeune, c'est du pipeau. On sait même pas s'il y a 10 000 personnes qui en profitent, c'est qu'un euro grec à 470 € et il n'y a aucun budget pour ça. Il faut pas croire non plus à ce qu'ils ont dit sur le compte personnel d'activité. En fait, ce sera, si j'avais le temps de développer, c'est un carnet ouvrier, un livret ouvrier comme au 19e siècle. C'est un moyen de ficher les salariés pour pouvoir les contrôler à l'embauche et pas seulement les débaucher plus facilement. Alors, il ne faut pas tomber... Il n'y a pas un article qui est bon. Mais l'article 52 est l'article le plus dégueulasse. J'utilise un mot assez grossier, parce que l'article 52, c'est celui qui devrait porter le nom du chômeur qui s'est immolé par le feu il y a 3 ans à Nantes. Et c'était un intermittent. Il avait du mal à voir les papiers de ses employeurs successifs, parce que comme c'était des petits employeurs et que c'était une somme de petits boulots, il fallait qu'il les ramène au Pôle emploi à la date fixe pour le 30 du mois. Et quand le Pôle emploi a décidé à ce moment-là que s'il ne les avait pas à temps, il reprenait
les trop perçus, ils reprenaient les indus. Et c'est ce qu'ils ont fait sur ce qui lui restait comme indemnité il y a 3 ans. Et ce chômeur, du coup, perdait son compte bancaire, perdait son logement, et il s'est immolé par le feu devant le Pôle emploi. Les organisations syndicales sont allées contre le Pôle emploi après sa mort pour plaider. Et il y a une procédure qui a duré près de 12 ans. Et elle aboutit au Conseil d'État. C'était le 15 octobre 2015, il y a à peine 9 mois. Et l'arrêt du Conseil d'État était d'interdire à Pôle emploi d'aller rechercher les trop perçus de cette façon-là sur les indemnités et de pousser les gens qui étaient dans la misère absolue, dans une telle souffrance et dans un tel désespoir. Ça a été une victoire, l'arrêt du Conseil d'État du 15 octobre 2015. Mais la loi El Khomri, dans son article 52, casse l'arrêt du Conseil d'État et permet à nouveau à Pôle emploi d'aller rechercher les trop perçus de la façon dont il le faisait avant le suicide de ce chômeur. C'est pour ça que je dis que c'est une loi dégueulasse. N'en attendez rien nulle part, ne vous laissez pas berner, ne croyez pas une seconde qu'elle a été allégée, ne croyez pas une seconde qu'il y a une version qui est meilleure que les autres. Il n'y a pas de version qui est meilleure que les autres. Par exemple, quand ils ont dit, Valls, il a dit « Ah, mais il va y avoir des mandatés pour discuter les négociations dans les entreprises. » C'est vrai, il y a 80% des entreprises qui ne vont pas avoir de délégué syndical. Donc on va nommer des mandatés. Mais qu'est-ce que c'est un mandaté? Ça n'a rien à voir avec un délégué syndical. Moi, quand j'étais un peu taquin comme inspecteur du travail, je rentrais dans une boîte, puis je disais « Où est le syndicaliste ?» On me disait « Mais il n'y en a pas ici. » J'allais voir un autre bureau, on me disait « Où est le syndicaliste ?» Mais il n'y en a pas ici. À la fin, on me disait « Va voir le comptable. » J'allais voir le comptable, je savais que c'était lui que j'avais sur ma feuille, c'était son nom. Et je disais « Monsieur, c'est vous qui êtes syndiqué ?» Le gars me dit « Ah mais non. » Bah si, c'est vous qui avez signé là, avec la CFTC il y a 1 an. Ah oui, c'est ce que le patron m'a envoyé. Oui, je me rappelle, je suis allé à la CFTC. Oui, c'est là-bas. J'ai signé le papier, c'est comme ça qu'on a eu l'argent des 35 heures. Et ça sera ça les mandatés. C'est le comptable ou le neveu du patron. Et si c'est des mandatés partout, de cette façon-là, le patron, il n'aura même plus besoin de monter sur l'estrade pour dire à ses 40 salariés qui baissent les heures supplémentaires de 25 à 10%. Il le fera dans son bureau avec le mandaté qui sera allé voir la CFTC avant. Et vous aurez ainsi des centaines de milliers de mandatés, mais ça n'a rien à voir avec la démocratie, ni avec quoi que ce soit, ça a à voir avec la destruction du fait syndical. Et puis de la même façon, quand ils veulent faire un référendum, parce que les syndicats qui sont majoritaires, ils ont besoin d'un quorum pour être majoritaires. Et il faut qu'ils aient 50%. Les syndicalistes sont bien mieux élus que les députés. Vous avez les députés qui ont été élus il y a 1 mois avec 12,5% des voix. Mais le syndicat, il est beaucoup plus représentatif qu'un député dans son entreprise quand il est majoritaire. Et ce qu'ils disent maintenant, c'est qu'il y aura des saisines possibles par le syndicat minoritaire pour demander au patron d'organiser un référendum contre les syndicats majoritaires. C'est pour la FNAC, c'est pour que Bompard, le dirigeant de la FNAC, réussisse à faire travailler ses salariés le dimanche, parce qu'en fait, les syndicats refusent. Et alors, là, ce qui se passe après, c'est le patron qui décide de la question du référendum. Mais vous savez, quand vous posez la question, vous avez la réponse. Du genre, si vous ne voulez pas travailler le dimanche, je vous vire le mardi. Les gens sont d'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que le référendum, lui, il sera fait sans quorum. Un samedi matin, avec 20% de votants. Et donc, dans ce cas-là, il sera valable. C'est dur d'être syndicat majoritaire avec un quorum, mais ça sera facile d'avoir un référendum sans quorum contre les syndicats en question. Et il faut le répondre parce que les gens ne comprennent pas à la télé. On leur dit, vous êtes contre la démocratie dans l'entreprise, enfin quoi? On va faire voter les salariés. Mais évidemment, avec un pistolet sur la tempe et dans des conditions d'organisation et de la question et du vote qui sont absolument défavorables par rapport aux syndicats qui eux-mêmes, par contre, sont élus souvent avec 70 ou 80% de votants dans les élections professionnelles. Il faut le dire ça. Parce que vous avez des mensonges absolument partout qui ont été dits sur les améliorations de la loi, alors que celles qui ont été faites, en fait, ont été des aggravations. Et sur les mandatés, ils ont fait passer ça, y compris entre le 49.3 et la petite loi qu'ils ont déposée au Sénat. Le Sénat en a rajouté. Alors, ils disent le Sénat aggrave les choses. Ouais, mais de 5%. Comme il a dit, le Sénat va nous dérouler le mauvais film d'horreur de la droite. Mais en fait, ils ont rajouté quelques effets spéciaux. 95% étaient déjà dans le texte initial. Et c'est pour ça aussi qu'il faut le dire aux gens, parce que beaucoup ont été affaiblis par l'idée « Oh, le texte a évolué, il est mieux, etc. » Ce n'est pas vrai. Il a été aggravé dans sa 4e version. Et de la même façon, il ne faut pas lâcher, à mon avis, c'est mon avis personnel, moi je suis un militant de base du point de vue syndical, bien que j'ai ma carte à la CGT depuis 1963. Mais sur le plan des articles, il ne faut pas dire je prends tel article et tel article. Il faut discuter la philosophie de la loi et il faut la remettre en cause dans sa globalité. Et après, on peut négocier.
Et c'est pour ça que c'était injudicieux, par exemple, de proposer au gouvernement de dire reporter ça au moins à la rentrée parlementaire, parce que ça faisait de l'espace pour tout le monde. Et on peut chercher des compromis de ce type, parce qu'à partir de ce moment-là, les choses se remettent en cause, comme Chirac l'avait fait quand il avait dit « Oh, je signe la loi, mais je la promulgue pas », ou un truc comme ça. Ils chercheront les moyens de sortie qu'ils veulent, mais nous, il ne faut pas nous arrêter, parce que ce n'est pas, qu'est-ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, c'est une, je sais plus, il y avait quelqu'un qui a donné un mot un peu léger sur la loi. Je le répète, la construction du code pendant un siècle, c'était une révolution. Et là, on a une contre-révolution. C'est ça qu'il faut faire toucher des doigts à des millions de gens supplémentaires pour qu'ils viennent avec nous dans les prochains mouvements et qu'ils aillent jusqu'au bout avec nous. Merci. Merci Gérard. Dernier, c'est bon, Sophie.